Le monde célèbre aujourd'hui la journée du volontariat. Vous suivrez dans ce journal le message du vice-ministre du Plan à cet effet. Un invité dans ce journal, Moïse Nyamugabo, il est le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Avec lui, nous aborderons les questions liées à la journée de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est parti, en images, le soutien des Nations Unies aux efforts de la RDC visant à lutter contre les violences sexuelles, surtout dans la partie est du pays en proie à une insécurité récurrente, était au menu de l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce mercredi à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en charge de cette question spécifique. On fait le point avec Willy Atunakov. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles en République démocratique du Congo, pays post-conflit et actuellement en proie à une insécurité récurrente dans sa partie est, perpétrée par les groupes armés locaux et étrangers, dont les rebelles ougandais de l'ADF et rwandais de FDLR. C'est ce qui ressort de l'entretien d'une demi-heure que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu mercredi 4 décembre 2019 en son bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en matière de violences sexuelles en période de conflit, Pramila Patten, qui s'est fait accompagner auprès du président de la République de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Leila Zerougi, explique. Ma visite auprès du chef de l'État s'inscrit dans le besoin de réaffirmer l'engagement des Nations Unies et de mon bureau afin de soutenir la lutte du gouvernement contre les violences sexuelles. J'ai eu un très bon entretien avec le chef de l'État qui est très encourageant, qui a réaffirmé son engagement à lutter d'une façon très effective et efficace contre ces violences sexuelles. Il veut mettre fin à ces violences sexuelles une fois pour toutes. Il est très sensible à la question. J'ai signé avec le Premier ministre hier un addendum au communiqué conjoint qui avait été signé en 2013. Et donc hier, on a signé un nouvel accord afin d'apporter une réponse beaucoup plus structurée à cette question de violence sexuelle liée au conflit. Et hier, j'ai aussi décerné un certificat à la Première Dame, la nommant championne globale dans la lutte contre les violences sexuelles. A noter que c'est ce même mercredi que cette diplomate onusienne a regagné New York aux États-Unis d'Amérique, siège de l'ONU, après une visite de travail de 72 heures en République démocratique du Congo. Et restons toujours à la présidence pour dire que l'actualité nationale reste dominée par l'adresse du président de la République à la nation congolaise. Hier, Félix Antoine Tshisekedi, qui dans son discours a accordé une place de choix aux personnes vivant avec handicap. On l'écoute dans cet extrait. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la personne vivante avec handicap. Je salue cette journée instituée par les Nations Unies depuis 1992, qui se veut une affirmation de la citoyenneté de la personne vivante avec handicap, à l'instar d'autres personnes, pour non seulement la reconnaissance et la promotion de ses droits, mais aussi pour sa pleine participation aux différents domaines de la vie. C'est ici l'occasion pour moi de réaffirmer ma détermination d'œuvrer à l'égard de ceux qui, du reste, guident ma vision de la République démocratique du Congo pour l'inclusion des personnes handicapées et autres personnes vulnérables et promouvoir ainsi l'égalité de tous les Congolais. Il va donc de soi que j'attache une attention toute particulière aux personnes vivantes avec handicap qui doivent se sentir capables d'œuvrer pour leur propre épanouissement, comme les autres citoyens, pour le développement de notre pays. C'est ce que j'appelle égalité des chances. C'est pourquoi la création au sein du gouvernement national
du ministère délégué chargé des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables est un pas vers la concrétisation de cette vision. La célébration de la journée des personnes vivant avec handicap n'est pas passée inaperçue en RDC et c'est au Musée national que les personnes vivant avec handicap ont célébré la journée leur dédiée tout en remerciant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui les a valorisés en créant tout un ministère pour leur prise en charge. Reportage Angèle Mabiala-Landou. La salle de spectacle du collège Boboto, choisie pour abriter les activités organisées à l'honneur de la personne vivant avec handicap. Une journée de réflexion sur la condition de la personne marginalisée. Comment promouvoir la participation des personnes handicapées? Agir pour les programmes du développement 2030. La ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap, entourée de ses collègues vice-ministres de l'enseignement supérieur ainsi que la ministre de l'Environnement, Irène Nessambo, a fixé les cadres de cette activité qui implique plusieurs secteurs. Pour promouvoir les statuts de la personne handicapée, il y a des domaines qui sont les plus importants, notamment le domaine de l'éducation. Lorsque quelqu'un n'a pas étudié, c'est vrai qu'on peut toujours essayer d'améliorer son statut, etc. Mais ça ne serait pas la même chose lorsqu'il s'agit d'une personne qui a une certaine connaissance, qui a des capacités intellectuelles un peu développées. C'est comme ça que dans le cadre de notre travail, nous allons mettre un accent particulier sur l'éducation. Nous avons voulu aussi avoir avec nous la santé, parce que même si on dit que la personne handicapée n'est pas un malade, mais la question du handicap est toujours en lien direct ou profond avec la santé. Dans son message à l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux personnes vivant avec handicap, le président de la République a précisé qu'au Congo, il y a de la place pour tout le monde. Ces personnes ont le devoir de participer à l'effort national. Et puis, en illustration, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants ont été invités à l'Assemblée nationale pour faire la lumière sur les pluies diluviennes du 25 au 26 novembre 2019 à Kinshasa, ainsi que la situation qui prévaut dans la ville et les territoires de Béni. Au cours de la séance plénière du mardi 3 décembre, les élus du peuple avaient soulevé les préoccupations sur la situation provoquée par les inondations dans la ville ainsi que les tueries enregistrées dans la ville de Béni et ses environs au moment où les FARDC mènent les opérations contre les forces des ennemis. Compte tenu de la spécificité de la question, les députés ont demandé et obtenu le huis clos. C'était sous la présidence de l'honorable Janine Mabunda. Plénière cet après-midi au Sénat, elle était consacrée à la mise en place des bureaux des commissions permanentes et du président du comité des conciliations et d'arbitrage. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboué-Mwamba, a présidé la séance, nous dit Eugénie Dada-Chabani dans ce reportage. Les 32 membres des bureaux de 8 commissions permanentes et le président du comité de conciliation et d'arbitrage du Sénat sont connus. C'est après élection par les groupes politiques et les groupes provinciaux à l'Assemblée plénière de ce mercredi 4 décembre 2019. Ils ont été présentés à l'Assemblée plénière par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboué-Mwamba. L'élection des membres des bureaux s'est déroulée sans heurts au sein de toutes les commissions permanentes. À cet effet, je présente mes félicitations à tous les sénateurs. Pour les 8 commissions, François Mwamba préside la commission politique, Lola Kisanga, la commission des relations avec les institutions provinciales, Moïse Ekanga, la commission économique et financière, Francine Mouyumba, les relations extérieures, Alain Ilunga à l'environnement, Pama Baramoto à la défense nationale, Nefertiti Ngoudianza à la commission socioculturelle et genre et Guérembo aux infrastructures. José Ndundo préside le comité de conciliation et d'arbitrage. Que le Sénat aujourd'hui affiche complet parce que tous les organes sont installés. C'est en fait une lutte que nous avons menée pour que des femmes puissent présider aux destinées de grandes commissions. Et je suis heureuse quand même que ce soit la commission socio-culturelle
qui n'est pas une moindre commission et personnellement, je suis assez satisfaite. Je voudrais tout d'abord remercier le membre de notre commission. Grâce à eux que je suis présidente de cette commission aujourd'hui. Ça traduit également la relève que nous devons bien entendu préparer parce que c'est une commission qui a en son sein plusieurs doyens. Le bureau a fait un bon travail, les collègues aussi ont bien travaillé. On a proposé des candidats qui ont été élus. L'impression maintenant, c'est le travail est grand, il faut commencer le travail. Une minute de silence était gardée en mémoire de toutes les victimes des catastrophes naturelles et des tueries. Le président a présenté les condoléances aux familles éprouvées. Le bureau de Veritas sollicite le soutien du gouvernement central dans l'exécution des projets structurants en RDC. Veritas œuvre pour la sécurisation de recettes, a indiqué son vice-président Stéphane Godéchamp, reçu par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce mercredi 4 décembre 2019. Reportage signé Pompon Oumba, Françoise Bouela-Bouaki. Le bureau Caritas travaille principalement sur 2 projets en RDC. Un fait de celui-ci mandataire de l'OCC pour notamment renforcer la vérification de la conformité des marchandises importées. Reçu par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce mercredi 4 décembre, la délégation du bureau Caritas, conduite par son vice-président Stéphane Godéchamp, est venue solliciter le soutien du gouvernement central. Nous avons eu l'occasion d'échanger aujourd'hui avec son Excellence sur les 2 grands projets aujourd'hui très structurants que nous déployons en République démocratique du Congo. Le premier donc à travers Ségus, qui est donc le programme du guichet unique du commerce extérieur, et un autre contrat également de grande importance pour le climat des affaires, qui est le programme de vérification de la conformité des marchandises à l'importation. Le maître mot du message que nous avons délivré aujourd'hui à Monsieur le Premier ministre, c'est l'importance aujourd'hui d'avoir le soutien de l'ensemble des autorités de la RD Congo sur ces 2 projets qui sont extrêmement importants parce que structurants pour la RD Congo, parce que des éléments qui concernent donc l'amélioration du climat des affaires, la transparence, l'optimisation de la facilitation du commerce, la sécurisation des recettes. Donc comme vous pouvez le constater, sont des éléments extrêmement structurants aujourd'hui pour un pays comme la RD Congo. Sécurisation de recettes, un pan qui intéresse le chef du gouvernement qui a lancé la lutte contre le coulage des recettes publiques et la corruption. Les hôtes du professeur Ilunga Ilunkamba se sont dit honorés par l'intérêt que porte le Premier ministre sur leur projet. Et parlons de cet atelier des parlementaires africains tenus en Éthiopie pour étudier des voies et moyens de lutter contre les conflits internes qui sévissent au sein des pays africains. Reportage signé Angèle Mabiala. Pendant 2 jours, les participantes à cet atelier ont réfléchi sur les stratégies de campagne visant à mobiliser les acteurs de tous les secteurs du continent africain afin qu'ils participent à la promotion du programme de réduction des armes au silence d'ici 2020. La République démocratique du Congo, pays en conflit dans sa partie Est, qui fort heureusement a réussi une passation civilisée et pacifique du pouvoir grâce à la maturité politique de ses leaders, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange, qui font de la parité leur credo, ce qui a permis la présence des Congolaises dans le Parlement panafricain. Parmi elles, Carole Aguito Amela. Une femme battante, une femme qui a toujours combattu pour la promotion de la femme, pour sa participation dans les instances de prise de décision. Du haut de la tribune du Parlement panafricain, la représentante de la République démocratique du Congo a fait jaillir l'idée selon laquelle les parlementaires panafricains, en tant que représentants de peuples africains, ont un rôle clé à jouer dans la promotion du programme de paix. La nécessité de déployer des efforts sans précédent pour faire en sorte que toutes les occasions de mettre fin aux guerres en Afrique soient saisies, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme national sur le silence des armes d'ici 2020.
Ramtan Lamamra, haut représentant pour le silence des armes en Afrique, a indiqué que les conflits internationaux ou interétatiques ont considérablement diminué en Afrique et que face à la multiplication des conflits internes, à la criminalité transfrontalière et aux conflits intercommunautaires qui s'étendent souvent aux pays voisins ayant les mêmes caractéristiques ethno-culturelles, des stratégies doivent être adoptées plus que jamais pour favoriser la paix interne. Elle estime que les parlementaires nationaux qui sont membres du Parlement panafricain doivent jouer un rôle crucial dans la réalisation de l'objectif tant entendu allant de la prévention des conflits à la consolidation de la paix qui a en soi la ligne de vie sur laquelle le continent africain que nous voulons construire est le pilier et la substance dont l'Afrique a besoin en termes de progrès et de bien-être conformément au programme 2063. Au cours de cet atelier, les femmes du Parlement panafricain ont débattu des questions telles que la paix et le développement, les stratégies et les plans d'action pour faire taire les armes et combattre le flux financier illicite. Carole Aguito Amela a regagné Kinshasa, la capitale, avec le sentiment d'avoir fait avancer la contribution des parlementaires panafricains dans le processus de recherche de la paix en Afrique. Et sachez également que le ministre près le président de la République a représenté la RDC au forum sur la maladie à virus Ebola tenu il y a peu à Addis Abeba. Regardez. L'Union africaine, par l'initiative du président de la commission de l'Union africaine, M. Fati, ils ont organisé un forum en fait, qui réunissait aussi bien des délégations donc, des pays qui sont intéressés par cette lutte contre Ebola et surtout les partenaires privés pour pouvoir aider la République démocratique du Congo dans cette lutte contre la maladie à virus Ebola. Et donc il y avait une représentation de plus de 40 pays. À quel stade se situe l'évolution de cette pandémie en République démocratique du Congo et à combien se chiffre l'enveloppe des fonds récoltés? Sur place, les souscripteurs se sont annoncés pour un montant de 53 millions et demi de dollars de contribution à la lutte contre Ebola. À entendre le professeur Mouyembe, qui est le spécialiste donc, de cette maladie et qui dirige le secrétariat technique, l'évolution est très favorable dans la mesure où on enregistre quasi plus de nouveaux cas, mais en tout cas la réduction est nette. On est passé d'une vingtaine de cas par jour à presque 0 à 3 cas par jour. Et je pense que depuis hier, on n'a pas eu de nouveaux cas. Et ce n'est pas tout. On enregistre de plus en plus de guérisons, une réduction nette de létalité due à cette maladie. Et donc les résultats globalement sont très favorables. Ceci grâce non seulement aux médicaments qui a été découvert par le professeur Mouyembe avec la collaboration d'autres scientifiques, mais aussi la vaccination. Beaucoup d'efforts ont été fournis par le gouvernement congolais afin d'éradiquer cette maladie partout au pays. S'imprégner de la situation des victimes de Kamwena Sapu et des déplacés venus d'Angola, c'est l'essentiel de la mission du ministre des Droits humains qui séjourne depuis hier à Kananga, au Kasaï central, Lucie Lavitusenda, pour le commentaire. C'est sur le coup des 9 heures locales que le ministre des Droits humains, Maître André Litea Sebea, est arrivé à Kananga, dans le Kasaï central, ce mardi 3 décembre. Ce membre du gouvernement Ilunga Ilunkamba a été dépêché sur terrain par sa hiérarchie pour s'assurer de la bonne exécution du 3e mandat de l'équipe d'enquêteurs internationaux sur les crimes de masse commis dans le cadre des tristes événements de Kamwina Nsapu. Décidément, c'est l'approche sous la protection des victimes qui constitue l'objectif du gouvernement qui est déterminé à mettre en place des mécanismes de justice transitionnels à même de garantir la non-récurrence de la belligérance grâce aux réparations allouées aux victimes et à la reconstitution du tissu social par la réconciliation. Aussitôt arrivé, le ministre André Litea Sebea est allé présenter ses civilités au gouvernorat de la province, question d'informer les autorités provinciales
général sur l'objet de sa mission dans cette province. C'est le ministre provincial du plan faisant l'intérim du gouverneur en mission qui l'a reçu. Le ministre des Droits humains, André Lité ACBA, a ensuite rencontré tour à tour les membres de l'auditorat supérieur de l'ex-Kasaï occidental basé à Kananga, les représentants locaux du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que les membres du secrétariat technique des enquêteurs internationaux. La situation des déplacés venus de l'Angola et les conditions carcérales des personnes arrêtées suite aux événements des tristes mémoires de Kamina Santou ont été au centre de ces rencontres. André Lité ACB a insisté sur les consignes du gouvernement qui tient à ce que ce genre de situations ne se reproduisent plus sur le sol congolais. Et puis cette mise en garde, tout agent et cadre de l'État qui s'hasardera de livrer de permis de conduire sur le sol fragile ou terrain à forte perte sera sanctionné sévèrement. Avertissement lancé par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou. C'était au cours d'une conférence de presse. Notre envoyé spécial, Eric Kabamba et Youssef Dala. Face aux inondations et autres catastrophes naturelles liées aux constructions anarchiques, le patron de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, a pris des mesures fortes pour remettre de l'ordre dans ces secteurs. Parmi les mesures, interdiction de délivrer le permis de construire sur le sol fragile, le secrétariat général doit au préalable transmettre au cabinet du ministre d'État la liste de toute personne désireuse d'obtenir n'importe quel permis de construire. Pius Mwabilou tape le poing sur la table et annonce que les contrôleurs seront déjà sur terrain pour vérifier tout document déjà livré. Tout agent qui violerait ces mesures s'exposera gravement à la rigueur de la loi, a averti le ministre d'État Pius Mwabilou au cours de ce point de presse. Nous sommes en train de nous déployer maintenant avec les mesures que nous venons de prendre. Nous allons procéder à la vérification. Tous les documents qui ont permis à ces gens-là d'aller construire dans ces zones-là. Si au niveau de mon ministère, il s'avère qu'il y a des gens qui se sont amusés à offrir aux gens, moyennant corruption, des documents pour aller construire sur des sites fragiles, nous allons frapper. Bien avant cette conférence de presse, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat a échangé avec le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Ce dernier est venu soumettre au patron de l'urbanisme le problème des inondations et autres catastrophes que fait face sa province liées à des constructions anarchiques. Les membres de l'Organisation interne africaine du café se sont retrouvés à Nairobi au Kenya en assemblée générale. Les pays producteurs ont résolu de la création de la zone de libre-échange continentale pour permettre au café de circuler librement. Commentaire Angèle Mabiala Landou. La 59e Assemblée générale de l'Organisation interafricaine du café, organe qui statue sur tous les comportements du café africain, la cotisation de membres, la révision de l'accord, s'est inspirée sur l'exemple d'un bon élève, l'Éthiopie, qui consomme actuellement plus de 50% de sa production et a sorti les recommandations suivantes. Les 25 pays membres doivent promouvoir le café africain, son comportement sur le marché international, prioriser sa consommation par les Africains eux-mêmes, car il s'avère que les Africains ne consomment presque pas leur propre café. Ils préfèrent l'exporter. Ils ont pris l'engagement d'augmenter la production, bien encadrer les agriculteurs, favoriser la main-d'œuvre locale pour que toute la production profite non seulement aux consommateurs extérieurs, mais aussi aux producteurs locaux. L'histoire nous rappelle que la République démocratique du Congo a connu une année de gloire en 1989 pour avoir exporté 120 000 tonnes de café, Robusta et Arabica. Cependant, la situation des exportations a connu une chute drastique à cause des guerres dans les zones de production, l'absence de financement des campagnes caféières, la chute des cours mondiaux du café entraînant ainsi le désintéressement des opérateurs économiques et la fraude du café aux frontières. Pour relever la situation, le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, Simon Siona Malamba, propose de relancer la production caféière en prenant des mesures incitatives et faire adhérer la République démocratique du Congo aux organisations régionales et internationales au sein desquelles elle puisera des informations nécessaires pour la promotion, la transformation et la commercialisation de ces produits. L'ONAPAC sollicite donc l'implication du ministère de l'Agriculture pour éponger les dettes vis-à-vis de l'OIAC.
Et aux affaires étrangères, les antivaleurs des mots qui gangrènent la diplomatie congolaise doivent être bannis. La ministre d'État des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, veut changer la donne. Elle a exprimé ses vœux devant les agents et cadres de son ministère qui le recevaient en sa qualité de la deuxième femme à occuper ce ministère. Reportage. Quand nous regardons le ministère des Affaires étrangères, nous constatons qu'il est effectivement à terre. La corruption, le clientélisme, le trafic d'influence, la disparition des documents qui nous sont envoyés. Un ministère des Affaires étrangères à l'abri de toute forme d'antivaleurs. C'est ce que veut Marine Toumba-Nzeza, 46e ministre des Affaires étrangères depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo et deuxième femme à la tête de ce ministère, après Madame Ekila. Dans la salle des conférences internationales Archicomble, Marine Toumba-Nzeza, la patronne de la diplomatie congolaise, n'a pas son langue dans la poche. J'opte pour la diplomatie du développement. Cette démarche politique qui consiste à privilégier dans toutes nos relations sous-régionales, régionales et mondiales, l'éclosion et l'agrandissement du marché économique congolais. Il s'agit d'intéresser les opérateurs économiques, faciliter les investissements étrangers publics et privés, mais aussi et avec détermination, favoriser l'émergence d'une classe moyenne nationale. Pour cette diplomatie, la paix avec tous nos voisins et le reste du monde est une condition sine qua non. C'est la volonté clairement affichée du chef de l'État de faire de notre diplomatie le fer de lance de l'action gouvernementale pour le développement du pays. Un appel à la prise de conscience. Le groupe Bureau Veritas a échangé avec la ministre de l'économie nationale sur l'évolution de son programme en RDC. Et dans un autre registre, le prix du meilleur jeune entrepreneur vient d'être remporté par une Congolaise. C'était en Afrique du Sud. Regardez. Il s'agit en effet d'un programme de vérification des importations déployé jusque-là à 70% en République démocratique du Congo avec plusieurs avantages, notamment la transparence et la traçabilité de tous les flux des exportations. Ainsi donc, les représentants de cette société de services ont fait savoir à la ministre de l'économie nationale le bien fondé de ces programmes pour son ministère. Celui-ci permet d'avoir des statistiques réelles et précises des importations afin de canaliser les recettes enregistrées. Ils ont ainsi plaidé auprès d'Akasia Bandoubola pour qu'elle pèse de son poids afin que les opérateurs économiques qui n'ont pas encore intégré le guichet unique des commerces extérieurs à le faire, d'autant puisqu'il s'agit d'une obligation de la loi. Sur 5000 candidats sélectionnés à travers toute l'Afrique, Yannick Kimanoka, congolaise de la République démocratique du Congo, a remporté les prix de meilleur jeune entrepreneur pour avoir facilité l'accès à l'éducation des milliers d'enfants de la cité de Saké. Nous sommes là à plus ou moins 70 km de Goma, une zone post-conflit. C'est après avoir construit une école en bois pour les démunis. Au devant de la scène, c'est toute la République démocratique du Congo, son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ont reçu ces palmes d'or. Une consécration internationale qui laisse entrevoir qu'au Congo, il y a des jeunes entrepreneurs, une fois encadrés, peuvent contribuer au développement de leur pays. Nous recevons pour vous sur ce plateau le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Bazibouné. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène ce soir sur nos antennes? Ce soir, je suis venu annoncer à la communauté nationale que demain, le 5 décembre, sera célébrée la journée nationale de l'arbre en République démocratique du Congo. Le thème choisi pour cette année est « Un Congolais, un arbre pour sauver la planète ». Et quelle est la particularité de cette journée? La journée sera célébrée au parc animalier de Lancelé. Et la particularité, c'est que nous planterons demain des arbres avec nos enfants, avec des jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Le président Tshisekedi, soucieux de reconquérir le leadership africain et même mondial dans ce domaine de l'environnement, a initié de planter pendant son quinquennat 1 milliard d'arbres. Et nous lancerons ce programme demain
parce que nous voulons nous inscrire dans la droite ligne du programme du président de la République qui veut que la République démocratique du Congo puisse reconquérir son leadership en Afrique, son leadership naturel mondial dans le domaine de l'environnement. Merci. Je le rappelle que nous recevions pour vous le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo. Poursuivons ce journal, comme je le disais en titre, l'humanité célèbre aujourd'hui, 4 décembre 2019, la journée des volontaires. Le vice-ministre du plan Frédéric Kita a fait un message à l'endroit de l'opinion nationale. On l'écoute. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers volontaires, la communauté internationale célèbre le 5 décembre de chaque année la journée internationale des volontaires, GIV en sigle. L'objectif de cette journée est d'offrir aux volontaires et aux associations volontaires l'opportunité de faire la promotion de leur contribution à la paix, à la cohésion sociale et au développement durable. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue l'engagement et la persévérance de nombreux volontaires nationaux qui travaillent sur le terrain en indépendant ou en association et qui, par leurs interventions, contribuent énormément à la résolution des problèmes de collectivité, à l'amélioration des besoins sociaux de base et à la cohésion sociale. Le volontariat fait la promotion de valeurs qui sous-entendent la cohésion et l'harmonie sociale. Il prône la réconciliation dans les situations post-conflit. Ces thèmes tombent donc à point nommé à ce qui rencontre les attentes du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'appeler tout le monde à l'unité et à la cohésion nationale, ainsi qu'à une croissance inclusive et partagée équitablement pour lutter effectivement contre la pauvreté et les inégalités. Vive la Journée internationale des volontaires, vive le volontariat, vive les volontaires, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le 30 octobre 2019 et 3 octobre 2019, cela fait exactement 10 ans que la DGDA a accédé sous la réforme des entreprises du portefeuille au statut des sociétés commerciales, laissant celui d'établissements publics. On fait le point avec Rikin Zuziloya pour le bilan. La communauté douanière de la RDC vient de faire un arrêt sur image, 10 ans après que l'établissement public OFIDA a cédé sa place à la Direction générale des douanes et accises DGDA avec des missions précises pour renflouer le caisse de l'État. C'est 3 décembre 2019, Deo Rugwiza Maguera, qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a peint un tableau réluisant des recettes réalisées depuis la mutation de cette régie financière consacrée en 2009. La modernisation des procédures de dédouanement des marchandises, les formations des agents et cadres au pays et à l'étranger et autres actions sociales ont été relevées. D'après les statistiques de la direction des recettes du Trésor et de la Banque centrale du Congo, les recettes mobilisées de 2009 à 2019 ont connu un accroissement de 262%, passant de 559 milliards 115 685 francs congolais en 2009 à 2020 milliards, clôture probable, en 2019. Je dis bien 2020 milliards. Les performances atteintes se justifient aussi par les moyens matériels et financiers mis à notre disposition, ainsi que par les réformes engagées, notamment l'informatisation des procédures et des bureaux de service pour la facilitation des échanges commerciaux et l'amélioration du climat des affaires. Tout cela a pu être fait grâce à la paix sociale, règne si heureusement à la DGDA depuis plus de 14 ans. Face à la rigueur de la gestion du comité Rugwiza, le directeur général de l'Observatoire congolais de l'éthique professionnelle, Augustin Mwendambali, a félicité la DGDA d'avoir fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Des manuels portant code d'éthique et déontologie ont été distribués au cours de cette célébration.
Parlons d'une autre célébration. L'Église catholique de la province du Haut-Touélé a organisé une messe d'action de grâce en mémoire du 55e anniversaire de la mort de la bienheureuse Anualite Nengapeta. Regardez. C'est l'évêque du diocèse d'Issiro-Niangara qui a présidé la célébration eucharistique de ce 55e triste anniversaire de l'assassinat de la bienheureuse et martyre Marie-Clémentine Anualite Nengapeta. Messe dite au hangar aménagé au site du sanctuaire national à Issiro devant plusieurs fidèles catholiques et pèlerins venus de loin. Monseigneur Julien Andavo est revenu dans son homélie sur la fidélité d'engagement chrétien de la sœur Anualite, un modèle de vertu qui doit caractériser chaque chrétien. Le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandro, qui a pris part à cette messe, a présenté à la fin l'apport du gouvernement provincial du Haut-Touélé pour accélérer les travaux de construction de la basilique au sanctuaire national. Pour être pragmatique, le gouvernement provincial s'engage à mettre à la disposition de l'Église 1000 sacs de ciment gris pour le débit des travaux de construction du sanctuaire national bienheureuse Anuari. Le gouvernement provincial s'engage également à mettre un camion qui va faciliter les travaux qui vont commencer très vite. Une heureuse coïncidence, c'est ce même lundi que le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Bassé-Anenanga, a regagné Issiro par l'aéroport national d'Issiro-Matari après sa mission officielle en Allemagne à la suite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en passant par Kinshasa où il a réglé les soucis des ETD bénéficiaires de la redevance minière. Nous sommes tombés d'accord avec l'entreprise Kibali pour que cet argent soit disponibilisé aux ETD concernés en respectant la loi tout simplement. Et chose qui a été faite à l'unanimité d'ailleurs. Ils ont obligé en fait l'entreprise à respecter tout simplement la loi et à disponibiliser cet argent-là pour les ETD. C'est une bonne nouvelle pour les ETD concernés ainsi que les autres ETD prochainement s'ils sont concernés ou éligibles à cela. Dans le même avion s'est trouvé le président de l'Assemblée provinciale qui a lancé le message d'unité à toutes les filles et fils du Haut-Touélé. Quels que soient nos partis politiques. L'honorable Pierre Kangoudiambaï a assisté les victimes de la pluie qui s'est abattue tout récemment à Kinshasa. En tant que député élu du Mont-Omba, Nanou Umba nous en dit plus. La canalisation des eaux de pluie s'avère importante pour éviter les débordements des eaux pendant la saison pluvieuse. Si les normes de l'urbanisation ne sont pas réunies, l'eau de pluie cherche par elle-même où s'écouler. C'est ce qui appelle à la catastrophe naturelle. C'est le cas de la pluie qui s'est abattue dernièrement à Kinshasa à cause de plusieurs dégâts matériels et la perte en vies humaines. Des maisons emportées, les glissements des terres, l'endommagement des routes. C'est ce qui a poussé l'élu du Mont-Omba, le député national, l'honorable Pierre Kangoudiambaï, d'intervenir en urgence selon la demande faite par sa base du Mont-Omba. Nous remercions le député national Pierre Kangoudiambaï pour son assistance. Nous lui avons appelé et il a répondu à notre demande. Une fois de plus, la base dit merci Kangoudia. 24 000 sacs vides ont été remis à la base pour mettre du sable et les placer là où il y a des érosions dans 4 avenues. Kemi Malolo, commune de Lemba, Kisenso, quartier régi des eaux, Mbanza Lemba, pour stopper l'avancement des têtes d'érosion en attendant l'intervention durable du gouvernement central. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse a sensibilisé le jeune cadre de demain à prendre conscience de ce qu'ils entreprennent pour un avenir radieux. Reportage. C'est devant les élèves provenant des différentes écoles de 4 provinces éducationnelles de la ville-province Kinshasa que le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur du changement de mentalité, M. Jacques Kangoudia, a lancé le vendredi 29 novembre 2019 la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques et valeurs en milieu scolaire. Bien avant le mot de bienvenue du REGED, sur place, les élèves ont fustigé plusieurs mots qui gangrènent le secteur de l'enseignement, notamment la corruption. Les enseignants
ont également à leur tour dénoncé les mauvaises pratiques de certains élèves qui ne cadrent pas avec le bonnes mœurs. Juste après la cérémonie d'ouverture, le coordonnateur adjoint du CCM, celui de l'administration et finances, conseiller principal du chef de l'État, M. Jacques Kombala Chilombo et M. Justin Bendezana, en charge des opérations, ont rejoint respectivement leur site de lycée Kabambaré et Boyokani. Le site inaugural du centre Maman Antoinette Mobutu a permis à M. Kangoudia d'imprimer aux élèves et aux enseignants toutes les valeurs morales, civiques et éthiques. Ces élèves-là, de l'école primaire en commençant par la maternelle, ils sont flexibles. Donc ils peuvent facilement apprendre de bonnes pratiques, de nouvelles habitudes et qui devraient devenir pour eux, on va dire, le réflexe. Puisqu'il faut le dire, au préalable, c'est le mode brainstorming qui a prévalu comme méthode entre les élèves, les enseignants ainsi que les organisateurs. Et parlons politique avec l'installation officielle de la cellule Bon Vent. C'est un quartier dans la commune de Lingwala. Cellule Bon Vent UDPS, 8e de la section UDPS Tshisekedi. Regardez un commentaire de notre confrère Mireille Kumbu et Eric Botangi. L'installation officielle de la cellule de la Voix du Peuple et de la section UDPS Tshisekedi dans la commune de Lingwala a eu lieu. Devant les 45 membres qui composent le comité de base de la dite cellule, devant le président sectionnaire et son adjoint. Au cours de son allocution, le président sectionnaire de la commune de Lingwala a souhaité la bienvenue à tous les cadres et membres du parti présents à la cérémonie et plus particulièrement au président fédéral pour son sens élevé des responsabilités. Ensuite, les membres du parti ont procédé à un engagement individuel pour soutenir les idéaux du parti tout en adhérant à tous les événements auxquels peuvent faire face les partis. Occasion de les appeler aussi à matérialiser la vision et les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Pour le président fédéral, la mise en application du slogan du chef de l'État, le peuple d'abord, devrait préoccuper les membres de cette structure. Et puis, ces communiqués officiels émanant du ministère de l'Aménagement du territoire dans le cadre de la prévention et correction de toutes les catastrophes naturelles à répétition ayant causé mort d'hommes et dans le souci de promouvoir une vie saine pour notre peuple au regard des inondations, des érosions, des éboulements, des terres et d'autres dégâts matériels particulièrement enregistrés à la suite de pluies diluviennes survenues dans les nuits du 25 au 26 novembre et du 3 au 4 décembre 2019, résultant en grande partie du manque d'une planification spatiale cohérente et de la succession des lotissements sur des sites non aménagés. Le ministre de l'Aménagement du territoire prend les mesures ci-après. Toute l'affectation ou attribution du sol pour un lotissement ou autre usage doit au préalable obtenir un avis favorable du ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Et tous les projets de modernisation, rénovation des villes doivent avoir un avis favorable de l'aménagement du territoire. Une campagne de sensibilisation sur la gestion et la protection des équipements publics ainsi que le réseau d'assainissement, l'occupation rationnelle de l'espace selon son usage approprié, descente imminente des experts du ministère de l'Aménagement du territoire pour le contrôle et la surveillance de manière permanente de l'utilisation de l'espace physique de la ville-province de Kinshasa. Par conséquent, les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, signé par le ministre de l'Aménagement du territoire AG Matembo Toto. Il se tiendra du 23 juillet au 1er août 2021, le 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. La question a fait l'objet de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, Maître Pépin Guillaume Manjolo, avec ses collègues de la communication, de la culture et art, ainsi que la jeunesse. C'est un commentaire signé Tétis Samba.
Après la signature du décret-loi portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de la 9e édition des Jeux de la francophonie par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, il s'est tenu une réunion du bureau du comité de pilotage des Jeux de la francophonie. Objectif, prise de contact et présentation du chronogramme des activités relatives. Le ministre d'État Pépin Guillaume Manjolo, qui préside le dit comité, a dirigé cette rencontre. Nous notons la présence du ministre d'État à la communication, du ministre de la Culture et Arts, le ministre de la Jeunesse, la représentante du chef de l'État en matière de francophonie, le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa, le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre ainsi que l'équipe technique de l'organisation des Jeux. Du 23 juillet au 1er août 2021, les 9e Jeux de la francophonie auront bien lieu en République démocratique du Congo. Malgré le délai imparti pour cette organisation, le patron de la coopération internationale, Maître Pépin Guillaume Manjolo, reste optimiste quant à la capacité de son pays de relever ce défi de taille et réussir en termes de résultats. Nous sommes un pays très créatif, un peuple talentueux. Je crois en cette capacité de la RDC de pouvoir faire autrement. On a toujours fait ça d'ailleurs. On n'a jamais été à temps, mais on arrive toujours à temps. C'est ça la spécialité de la RDC. Et cette fois-ci, c'est encore mieux parce qu'on veut montrer au monde notre capacité à affronter n'importe quel challenge et à pouvoir les réussir. Ici, je suis convaincu, et d'ailleurs pas tout seul, mais les chefs de l'État en personne, les chefs du gouvernement, ont dit qu'ils pouvaient le faire, et nous, en tant que soldats sur le terrain, nous sommes à même pouvoir le faire. Nous avons confirmé que nous avions la capacité de pouvoir réaliser ça, et on le fera, n'ayez aucune inquiétude. Signalons enfin que la grande réunion sera tenue la semaine prochaine avec tous les membres du bureau pour la mise en œuvre effective du décret-loi signé par le Premier ministre. Et puis, ce communiqué nécrologique avant de clôturer ce journal, le médecin directeur de la clinique présidentielle de l'Union africaine, le général de brigade Kangou Diambaya Joseph, la famille Lukie Lubongia, la grande mutuelle de Emo Dia Babembe de Kinshasa, ainsi que la Ligue nationale des Anamongo, l'INA, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de Major Sadiki Kachumba Emexi, infirmier à la clinique présidentielle de l'Union africaine, décès survenu le 25 novembre 2019 des suites d'une maladie. Programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 6 décembre 2019 à 13h, levée du corps de la morgue de la clinique quinoise vers le lieu mortuaire 6 terrain de l'ETTR Kitambo, référence Camp Babylone. Samedi 7 décembre 2019 à 12h, inhumation au cimetière de Mbenseke Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part, signé Dr Kangou Diambaya Joseph, général de brigade, médecin directeur des cliniques. Et puis, à notre communiqué nécrologique, la grande famille Pundu et M. l'abbé José Pundu, curé de la paroisse Sainte-Marthe en Télé, Anne-Marie Mukwayanzo Pundu, Sep Seni Kinshasa, Dominique Pundu, chef de la cellule juridique d'Issé-Panser, Julienne Pundu, chef du bureau social à Metanelsat, Germain Pundu, coordonnateur Kinshasa Bopeto, Bernadette Pundu, secrétaire exécutif au PPRD, Jean-Pierre Pundu, DG de Metanelsat, Eric Pundu du ministère des Affaires étrangères, l'honorable Gabriel Bolengue, Jean-Pierre Lotoy, Ilango Banga, professeur à l'UNIKIN et Joseph Ikoyombo Yapeke, secrétaire général aux mines, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, oncle, frère, grand-père et arrière-grand-père, Papa Pierre Pundu Eliobo Bomolongue Kopo, ancien directeur d'une école de la place et ancien commissaire de zone au Katanga, mort survenu le lundi 2 décembre 2019 à Kinshasa des suites d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente comme suite. Vendredi 6 décembre 2019, 12h30, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema, suivi de l'exposition en la salle Cité des Anges sur Haut Commandement dans la commune de la Gombe. Et le samedi 7 décembre 2019, à 9h30, messe de suffrage en la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa, et à 11h30, départ pour l'enterrement à la nécropole entre terre et ciel de l'Antélé. Ces communiqués tient lieu de faire part, signé Anne-Marie Mukwayanzo Pundu. Fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka, réalisé par Patrick Kachala. Merci de l'avoir suivi. Et prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 22h. D'ici là, portez-vous bien et très bon suite de programme sur la RTNC, votre chaîne. Au revoir.